La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Allô, bonjour à tous. Je suis Isabelle Barès, la directrice globale de la Smart Campaign. Avant de commencer, nous voudrions juste nous assurer que tout le monde peut bien entendre. Donc, on va faire juste un petit test. Si vous m'entendez bien, si vous pouvez indiquer dans la boîte et aussi du côté de MSC, si vous pouvez dire quelques mots aussi pour voir si les participants peuvent bien vous entendre. Bonjour Isabelle, ouais, c'est Ali à Dakar, je t'entends très bien. D'accord, merci Ali. Donc, pour les participants qui sont déjà en ligne, si ça ne vous embête pas de mettre juste quelques mots dans la boîte de messages, sur la droite de l'écran, pour confirmer que vous nous entendez bien. Bonjour encore. Donc, nous avons 34 personnes qui sont en ce moment en ligne. Est-ce que l'un d'entre vous, au moins, pourrait, s'il vous plaît, marquer un message dans la boîte à droite de l'écran, juste pour vérifier que le son marche bien et que vous nous entendez? D'accord. Très bien. Eh bien, alors bonjour encore, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire où nous allons partager l'expérience du crédit digital au Kenya. Je suis donc Isabelle Barès, directrice générale de la Smart Campaign, qui est basée au Centre d'inclusion financière, le CFI, à Washington, aux États-Unis. La Smart Campaign est une action mondiale qui vise à unir les dirigeants de l'inclusion financière autour d'un objectif qui nous est tous commun. Et cet objectif est d'assurer que les clients restent un moteur de l'industrie. La campagne a été lancée il y a 10 ans. Il y a eu beaucoup d'évolutions au cours de ces 10 dernières années. Mais le but est toujours d'être un porte-parole pour l'industrie et pour les clients aussi, et de développer des normes, des standards de finances responsables et aussi de faciliter leur mise en application. Donc, on est vraiment intéressé par avoir des recommandations concrètes pour les pourvoyeurs de services financiers. Dans ce webinaire, nous allons donc parler du crédit digital. Le crédit digital et les produits digitaux, en règle générale, offrent un potentiel, comme vous le savez tous, immense pour accroître l'inclusion financière de manière soutenable et dans le long terme, avec la réduction des coûts, etc. Pourtant, on réalise aussi que si ces produits digitaux ne sont pas gérés avec soin, ils peuvent créer de grands risques pour les clients et risquent d'exclure aussi les populations vulnérables qui n'ont pas accès à la technologie adéquate et risquent aussi de surtaxer les clients ou encore de créer ou d'empirer dans certains cas des situations de surendettement. Nous sommes particulièrement concernés par les problématiques autour du crédit digital que nous allons aborder dans ce webinaire. Pour le cas du Kenya, donc 7 ans après le lancement du premier produit de crédit digital au Kenya, le marché a connu une forte croissance et comme nous allons voir aujourd'hui dans la présentation de MSC, il y a en ce moment plus de 50 pourvoyeurs de crédit digital au Kenya. Cette étude a été faite en collaboration avec la SPTF. Donc, nous avons chargé Microsafe Consulting, MSC, d'étudier la dynamique du secteur du crédit digital, tant du côté de l'offre que de la demande. Et le résultat de cette étude est un rapport complet sur l'état actuel du crédit digital au Kenya. C'est vraiment un rapport que nous considérons comme un rapport pionnier, très, très détaillé et qui permet aussi de pousser les discussions qui ont eu cours jusqu'à présent par rapport aux avantages et aussi aux défis du crédit digital.
Pour nous, au sein de la Smart Campaign, cette étude ne pourrait pas arriver à un moment plus important. En effet, alors que de plus en plus de startups, de fintech entrent dans le secteur de l'inclusion financière, soit volontairement ou involontairement, et alors aussi que de plus en plus d'institutions de microfinance développent leurs propres offres de crédit digital, que les investisseurs investissent des centaines de millions de dollars dans l'expansion des fintechs sur ces marchés, il est vraiment très important de comprendre quels sont les risques pour les clients et comment on peut y faire face. En tant qu'un organisme d'autorégulation, au Kenya et aussi ailleurs, nous travaillons à un niveau global. Nous cherchons des moyens de rester à la pointe du changement. Et pour nous, à la Smart Campaign, nous étions en train de formuler des normes de protection des clients pour le crédit digital qui ont été lancées juste il y a quelques mois. Et avec toute l'attention qu'il est important de nous réorienter et de nous assurer que la voix des clients et le point de vue des clients est aussi prioritaire. C'est ce qui ressort dans ce rapport. Donc, on est très content d'avoir fait ce partenariat avec la SPTF et avec MSC pour pouvoir pousser cette étude. Comme on va voir aujourd'hui dans l'étude qui va être présentée, MSI s'est penché sur l'évolution des défis du crédit digital et a aussi formulé, ce qui est très important, des recommandations en vue d'un déploiement du produit plus responsable et qui soit axé sur le client. L'expansion du crédit digital au Kenya sert à notre point de vue de banc d'essai pour le produit et aussi pour le reste du monde. Elle offre des leçons pour les fournisseurs de crédit digital et les régulateurs, pas seulement pour le Kenya, mais aussi pour le monde entier. Nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre sur l'expérience du Kenya pour le reste du monde. Donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter les panélistes de ce webinaire. Ali Touvenel, manager senior à MSC, partagera l'approche de l'étude et nos principales conclusions du rapport. Ali sera assisté par Bokar Han, qui est consultant junior à MSC. MSC, je pense que vous connaissez tous, Microsafe Consulting est une société de conseil internationale spécialisée dans les questions d'inclusion financière, économique et sociale depuis plus de 20 ans. Nous laisserons aussi du temps à la fin de la séance pour discussions et questions qui seront modérées par Amelia Greenberg de la SPTF. La SPTF, la Social Performance Task Force, est un organisme à but non lucratif qui est constitué de membres organisationnels et individuels de par le monde entier, qui sont issus de tous les groupes de parties prenantes du secteur de la finance inclusive. La SPTF s'engage auprès de ces parties prenantes pour développer, diffuser et promouvoir les normes et les bonnes pratiques pour la gestion de la performance sociale et la publication de rapports. Au sein de ces normes de performance sociale sont aussi les normes de protection des clients qui sont complètement intégrées dans les normes de performance sociale de la SPTF, donc les normes de protection des clients développées par la Smart Campaign. Selon la vision de la SPTF, la gestion de la performance sociale est une pratique commerciale qui devrait être un standard, qui est considérée comme essentielle à la réussite de la promesse sociale de la finance responsable et inclusive. Donc, avant de passer la parole à Ali Touvenel de MSC, je voudrais juste mentionner pour tous les participants que si vous avez des questions, je vous encourage à utiliser la chat box qui est sur la droite, à écrire donc en texte vos questions. Nous aurons aussi au sein de la séance de questions à la fin l'opportunité pour vous de lever la main pour pouvoir aussi parler de vive voix, porter votre question de vive voix. Mais pendant la présentation, donc on ne va pas s'arrêter pour prendre des questions, si vous pouvez juste vous assurer que vous utilisez la chat box pour ça. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Ali Touvenel de MSC. Merci Isabelle, bonjour à tous. J'espère que vous avez un bon confort d'écoute. Nous sommes très heureux de partager avec vous cette expérience du crédit digital au Kenya. Comme vous l'apercevez sur la diapositive active, nous allons évoquer 3 points. Nous allons parler de l'étude
Nous allons regarder les principaux aspects de l'offre et de la demande et nous allons voir les questions d'appel à l'action, comment est-ce que les recommandations peuvent être mises en œuvre. Et bien entendu, comme Isabelle l'évoquait tantôt, nous allons échanger sur les questions que vous poserez. La recherche a porté sur trois principaux aspects du crédit digital au Kenya: la demande, l'offre portée par les banques et les opérateurs de téléphonie mobile, les fintech, les canaux de distribution des produits, et bien entendu l'environnement politique, réglementaire et la supervision. S'agissant de l'approche de l'étude, nous nous sommes concentrés sur trois grandes questions clés au moyen d'une recherche secondaire entretenue par des intervenants qui ont été choisis un petit peu à la volée pour mesurer au niveau quantitatif les données de l'offre. Ces questions ont été l'état du crédit digital au Kenya, comment le paysage de l'offre a-t-il évolué sur ces dernières années depuis le lancement en 2012 et quels sont les principaux défis à relever. Nous avons aussi cherché à savoir qui sont les utilisateurs du crédit digital au Kenya et quelle a été leur expérience du produit. Pourquoi nous avons mené cette étude? Les questions essentielles du crédit numérique demeurent et incluent un certain nombre d'aspects, dont la surveillance réglementaire que nous avons constatée comme étant insuffisante dans le pays, malgré l'évolution exponentielle. Nous avons constaté un taux élevé de défaillance qui est associé à une liste de clients en défaut de paiement. Nous avons constaté des taux d'intérêt qui restent élevés, avec un contraste qui peut être apparent, c'est-à-dire que vous avez une montée du crédit, ça évolue énormément, mais vous avez également les taux qui restent extrêmement élevés, qui ne baissent pas. Nous allons le voir plus en détail dans le contenu de notre travail. Il y a un manque de mécanismes permettant de comprendre les besoins des clients qui sont marginalisés et comment les produits qui leur sont proposés peuvent répondre efficacement à leurs besoins et peuvent porter vers l'inclusion numérique. Il y a des pratiques adéquates qui ont été constatées et qui touchent les questions de protection des consommateurs. Et bien entendu, il y a une grosse confusion au niveau de l'insatisfaction dans l'expérience utilisateur. Parce que dans certains cas, et comme nous le savons tous, le crédit digital fait référence à un manque de contact. Donc cela peut constituer une grosse confusion dans les engagements que les uns et les autres peuvent avoir. Le Kenya a connu des progrès remarquables, nous le savons tous, en matière d'inclusion financière, et d'ailleurs Isabelle le répétait déjà, au cours de cette dernière décennie. Cela a été largement alimenté par la révolution de l'argent mobile qui a élargi l'accès et l'utilisation des services financiers. L'évolution de cette infrastructure numérique a permis l'adoption rapide des services digitaux, notamment l'augmentation des abonnements aux services mobiles et Internet, l'amélioration des couvertures du réseau GSM, l'accès accru à l'électricité et la pénétration accrue des smartphones et du contenu des applications mobiles. Des chiffres évoquent cette progression. Aujourd'hui, nous avons environ 46,6 millions d'abonnés mobiles sur une population globale de 51,4 millions d'habitants. Nous avons 29,8 millions d'abonnés à la monnaie mobile. Nous avons environ 85% de la population qui est couverte par la 3G et il y a à peu près 42,2 millions d'abonnés Internet. La population kenyane a évolué d'environ 3% chaque année depuis 1960. Vous le savez tous, le Kenya a fait des progrès, c'est vrai, depuis ces dernières années. Ces progrès se traduisent par une augmentation de 62%, qui est en fait tirée par plus de 60% des Kenyans qui utilisent les smartphones et qui ont accès à plus de 30 000 applications mobiles à contenu local.
Le nombre de ces prêts digitaux en pourcentage du total de prêts accordés a pratiquement doublé au cours des 4 dernières années. Comme nous le voyons sur la diapositive, entre 2014 et 2018, et si vous regardez bien, entre 2015 et 2018, nous avons une augmentation qui est considérable et nous avons fait un bond de presque 77% des emprunts digitaux. La valeur de prêt traditionnel reste tout de même élevée parce qu'elle englobe des prêts qui sont beaucoup plus importants aux entreprises. Donc, il faut vraiment faire la différence. Nous parlons de l'augmentation des prêts digitaux, mais il y a à l'intérieur du paquet global du crédit dans le pays qui ne tient pas compte des données, comme je venais de le dire, qui concernent les emprunts des grandes entreprises. Il faut relever tout de même que la réglementation est à la traîne par rapport à l'innovation au Kenya, mais le pays s'est orienté vers une réglementation qui est fondée sur des principes. Jusque-là, le pays a fonctionné dans une sorte de sandbox que je pourrais développer un peu plus tard. Il y a des millions d'emprunteurs individuels de crédits numériques au Kenya qui ont des prêts non performants et qui ont été répertoriés négativement entre 2016 et 2018. Les prêts digitaux sont émis au Kenya par 3 grandes catégories d'acteurs, les partenariats opérateurs de téléphonie mobile plus les banques traditionnelles elles-mêmes et les fintechs, mais aussi certaines IMF qui s'orientent également vers des modèles de crédit plus numérisés, comme nous pouvons l'observer sur cette slide. La bonne nouvelle, c'est que le produit a un impact en termes d'accès au crédit. Je parle de produits numériques, a un impact sur le crédit, mais il a également quelques signaux d'alerte. Nous avons fait état de certains de ces problèmes il y a 2 ans dans une précédente analyse du secteur au Kenya, portant sur les processus de demande de prêt de différents fournisseurs de crédit digital, et ce qui était aussi penché sur les différents profils de clients de crédit digital afin de comprendre leurs besoins, leurs aspirations, leurs perceptions et leurs comportements. Les premières conclusions étaient alors que le taux de défaillance associé à ce produit était élevé. Cette conclusion n'a pas changé aujourd'hui, bien que nous remarquons que le nombre de personnes inscrites sur la liste noire à la suite des défauts a diminué. Il est aujourd'hui de 2,2 millions d'emprunteurs sur une population globale de souscripteurs de crédit digital de 16 millions. En conséquence, ce sont 16% du total des prêts digitaux qui ne sont pas performants. Cette non-performance est plus de 3 fois inférieure à celle des prêts traditionnels. Comme vous le remarquez sur la slide, un prêt numérique sur 6 est non performant contre un prêt classique sur 20. En regardant ce graphique, il ressort que les banques affiliées aux opérateurs de téléphonie mobile sont clairement en tête du marché parce que ce modèle offre actuellement des prêts digitaux les moins chers, suivis par les banques seules, par la suite les sociétés de technologie financière. Certaines IMF prêtent par le biais de canaux plus numérisés, généralement de très petits prêts en particulier, pour les prêts initiaux, lorsque la mise en relation est faite. Et nous tenons à souligner que ceux-ci ne sont pas encore identiques à des prêts de type M-Shwari, par exemple, qui est immédiat et complètement automatisé. J'insiste sur ce point maintenant dans la perspective d'une discussion sur la réglementation des acteurs de ce secteur. Nous avons sur le marché francophone quelques exemples de collaboration entre certaines institutions. Il y a par exemple Finca RDC qui a une collaboration avec M-Pesa et qui fait interagir l'infrastructure Equity et qui ont d'ailleurs lancé très récemment le nano-crédit qu'ils appellent le NAODEFA. Il y a également un exemple de Momocash en Côte d'Ivoire dans un partenariat MTN et Bridgebank. La région n'est pas en reste, mais il y a vraiment beaucoup de choses encore qui restent à faire. Et comme Isabelle le disait en introduction, le cas du Kenya est à prendre en exemple.
Le marché enregistre une amélioration significative de la performance du portefeuille tiré par la bonne tenue des banques, facilitée par les opérateurs de téléphonie mobile. Comme nous l'avons mentionné, le point positif, c'est que nous assistons à une diminution graduelle des prêts non productifs de revenus. À l'exception d'une baisse de l'ensemble des prêts accordés en 2017, le nombre de prêts a doublé entre 2016 et 2018. Et pourtant, les prêts non productifs ont diminué de 15%, ce qui est significatif. Nous le détaillons davantage dans le rapport complet par institution, et les gains les plus importants ont été réalisés par les acteurs facilités par les opérateurs de téléphonie mobile, nous l'avons dit. Nous pensons que cela résulte des améliorations dans leurs algorithmes de notation de crédit et le fait d'être pionniers, comme par exemple M-Pesa qui a démarré ses activités en 2012. Ils ont également eu un certain temps pour asseoir une certaine notoriété et disposent aussi d'un accès aux données clients qu'aucun autre acteur ne possède, à moins bien sûr qu'ils n'obtiennent de l'opérateur de téléphonie mobile. Les banques dans nos zones doivent aller dans une direction de collaboration avec les sociétés d'utilité ou les opérateurs de téléphonie mobile pour pouvoir utiliser les données. Juste une très rapide parenthèse. Au mois de juin, j'ai donné un cours sur la conception et la commercialisation des produits digitaux, session au cours de laquelle il y avait un bon nombre de banques venant de plusieurs pays francophones. Et là, nous avons eu une très longue discussion au cours de laquelle beaucoup trouvaient que les opérateurs de téléphonie mobile étaient des concurrents de leurs activités. Et là, nous voyons plutôt qu'il y a une collaboration qui devait plutôt se faire. Passons à la slide 10 pour parler des prêts non productifs. Les prêts non productifs digitaux sont plus significatifs pour les encours inférieurs à des montants qui sont équivalents à peu près 6 000 francs CFA, ou plutôt 2 $. Les défauts de paiement au-delà de 90 jours et un solde impayé supérieur à 0 $ entraînent une cotation négative, ce qui présente un coût élevé pour les emprunteurs. Ce statut perdure depuis 5 ans. Le deuxième grand constat est qu'il y a 2 ans, la majorité des prêts non productifs que nous observions étaient de très petits prêts, qui résistent toujours d'ailleurs. Notre analyse de données de 2016 à 2018 montre que près de 839 000 emprunteurs sur une liste noire pour des soldes inférieurs à l'équivalent de 6 000 francs CFA et près de 1,4 million pour des soldes inférieurs à 30 000 francs CFA, à peu près l'équivalent pour les deux exemples de 10 et 50 $. Les défauts de paiement sont une mauvaise chose, c'est vrai, mais une inscription négative a un impact plus important que la simple capacité d'accéder au crédit. La plupart des demandes d'emploi exigent un dossier clair du bureau de renseignement du crédit ou de la centrale de risque. C'est pas souvent courant dans certains marchés. Moi, je connais plusieurs marchés de la zone francophone. Vous demandez un travail, on vous réclame, c'est vrai, le casier judiciaire, mais si vous avez un emprunt dans une banque, le casier judiciaire ne fera pas apparaître cette contrainte-là. Mais par contre, au Kenya, le bureau de renseignement crédit vous donne cette information-là, et donc vous pouvez ne pas avoir accès à un emploi simplement parce que vous avez un solde négatif issu d'un crédit qui n'a pas été soldé. Les défauts de paiement sont mauvais, nous l'avons dit, et il faut vraiment y travailler. En outre, les personnes dont la cote est négative doivent payer l'équivalent de 12 800 francs CFA, à peu près 22 $, pour être retirés de la cote, ce qui peut parfois être plus que le montant du prêt. Ce montant équivaut à environ 1/5 du revenu moyen mensuel d'un ménage kényan. Les inconvénients d'une inscription négative, y compris pour les demandes au bureau de renseignement, et les frais considérables ont entraîné le refus de certains clients potentiellement fiables. Juste pour m'expliquer davantage, il y a des gens qui ont soit vécu ces situations-là d'inscription négative, soit ont eu dire de la part de leur père, et donc cette situation-là a énormément influencé dans la demande de crédit, même si ces personnes-là avaient une fiabilité certaine à pouvoir rembourser le prêt.
Parlons des porteurs d'innovation et des préoccupations qui sont relevées du fait de cette analyse-là. Bon nombre d'entre eux ne font pas de déclaration à l'agence d'évaluation du crédit. Quand je parle des acteurs qui sont dans l'innovation, je parle bien entendu des fintech. Il y a un ensemble très diversifié d'acteurs sur le marché kenyan qui sont composés des opérateurs historiques qui fournissent plus de 97% des prêts digitaux comme M-Shwari, M-Pesa, Tomisa de Barclays, Equity Easy, etc. Il y a les autres qui sont nombreux. Nous avons identifié une cinquantaine, on va dire. Dans cette catégorie, nous avons des entreprises telles que Tala et Branch qui ont une activité qui est focusée sur des applications portées sur des Android. Ils ont une présence internationale, mais ils opèrent également sur le marché kenyan. Il y a d'autres moins connus, mais qui offrent essentiellement le même type de prêt avec des pratiques de protection des clients différentes, mais la plupart sont associés à des taux d'intérêt très élevés. Et ça, c'est vraiment le contraste. On a dit tout à l'heure que le pays enregistre une montée exponentielle du crédit, mais certains acteurs restent avec des propositions qui sont extrêmement élevées. J'entends propositions de taux d'intérêt. Trois tendances inquiétantes se dessinent. Il y a des prêts non productifs qui sont élevés. Nous le voyons ici. Qu'il s'agit notamment des fintech, parce que nous voyons par exemple que les fintech ont 34% des prêts qui sont non productifs, contre par exemple 3% pour les banques traditionnelles. C'est un constat. Maintenant, nous constatons également que les utilisateurs du crédit digital qui passent par les fintech ont également une discipline qui est très négative et c'est un fait qu'il faut vraiment signaler. Il y a les emprunteurs aussi des IMF qui manquent de maîtrise, mais très probablement parce que cette catégorie n'a peut-être pas encore eu suffisamment de maîtrise dans le fonctionnement, ou alors n'ont pas suffisamment investi dans les outils qui permettent de minimiser ces différents risques. En revenant très rapidement sur les fintech qui proposent des démarches qui sont complètement coupées du contact humain, qui font que c'est un problème qui augmente la délinquance. Restons sur la non-performance pour dire que la non-performance et l'amélioration de l'efficacité de la distribution digitale du crédit ne s'est pas traduite par une baisse des taux d'intérêt. On l'a dit, il y a une augmentation du crédit, mais ça ne s'observe pas forcément par une baisse des taux d'intérêt. L'une des grandes promesses du numérique, c'est qu'en raison de l'échelle que nous pouvons atteindre et de l'efficacité des processus, nous serons en mesure de faire baisser les prix. Cependant, nous n'avons pas encore vu cela dans le crédit digital. Tout d'abord, il existe des plafonds de 13% de taux d'intérêt par an au Kenya, mais des fournisseurs de services de règlement de dette non bancaires qui peuvent facturer des taux élevés le font encore, comme par exemple les fintech, les IMF et certains opérateurs de téléphonie mobile, comme vous pouvez l'apercevoir sur la diapositive. Nous avons essayé de catégoriser ces différents acteurs-là, partant de la gauche vers la droite. Vous pouvez voir que certains acteurs ont des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés. M-Shwari exige des frais de 7,5% de la valeur du prêt pour un prêt de 30 jours. Toutefois, ce taux double si le prêt n'est pas remboursé en un mois et se traduit effectivement par un TAG de 90%. Le coût d'equity banque pour les clients est de 10% par mois, malgré le plafonnement du taux d'intérêt à 13% par an.
La plupart des prêts digitaux d'Equity Bank sont accordés par l'intermédiaire de son réseau MVNO, qui est en fait un réseau virtuel. C'est un opérateur de téléphonie mobile qui ne possède pas l'infrastructure, mais offre des services d'un ORM. C'est un sujet que nous pourrons éventuellement discuter plus en détail si cela intéresse les acteurs qui sont en ligne actuellement. M-Pesa de KCB offre un taux de 6% sur un terme de 30 jours, mais déduit le coût d'emprunt à l'avance. Passons maintenant à certains désaperçus de la demande qui sont ressortis de nos entrevues avec 50 répondants qui sont des utilisateurs réguliers du produit, en plus de l'exercice de simulation avec des produits clés sur le marché avec un groupe de 21 répondants pour évaluer la facilité de l'utilisation. Comme il a été souligné plus haut, le produit est très populaire et ce que nous comprenons des dernières données de la Banque mondiale est que c'est aussi l'un des nombreux outils utilisés par les emprunteurs digitaux. De nombreux emprunteurs du numérique ont déjà un compte bancaire et ont également recours à des canaux informels pour emprunter. 62% des emprunteurs numériques avaient plus d'un prêt digital. 60% des emprunteurs numériques n'ont contracté un emprunt qu'auprès d'un seul fournisseur, alors que 12% des emprunteurs numériques disposaient également d'un prêt traditionnel. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine superposition. Il y en a qui sont assez disciplinés, qui sont restés fidèles à un fournisseur, mais il y en a qui ont jonglé tel un essuie-glace sur un pare-brise entre plusieurs fournisseurs. Permettez-moi cette parenthèse. Les données montrent également qu'il y a une tendance à emprunter plusieurs fois et aller plus loin. Une tendance croissante à emprunter auprès de plusieurs emprunteurs. Surtout maintenant que l'offre est abondante et que le processus de demande est relativement facile. Chaque emprunteur, pour conclure sur cette diapositive-là, chaque emprunteur numérique a en moyenne 3 prêts. Nous allons revenir sur cette notion de jonglage entre les différents prêts. Voyons maintenant les résultats de l'adoption et de l'utilisation du crédit digital désagrégé par genre. L'un des axes de travail importants de cette recherche était également de savoir si le crédit numérique atteignait tous ceux qui en avaient besoin et de la même façon, et s'il créait aussi un fossé numérique. L'ensemble des recherches existantes a montré que chaque emprunteur sont typiquement jeunes, de sexe masculin, et en fait, qu'ils ne proviennent pas de segments à faible revenu. Nos recherches le confirment en termes de sexe et d'âge. L'écart entre les sexes est de 26% et les femmes à qui nous avons parlé ont exprimé plus de réserve quant à l'adoption de nouveaux produits. D'après notre analyse des données relatives à l'offre, 63% des emprunteurs numériques sont des hommes. Les femmes à faible revenu, en particulier, comptent beaucoup plus sur l'influence de leur père pour essayer un nouveau produit. La proportion de femmes emprunteuses est faible dans toutes les catégories de prestataires, comme nous le voyons sur l'histogramme de droite. Il y a une certaine insécurité quant à l'utilisation de la technologie. Le processus des essais et erreurs ainsi que la divulgation de nombreux renseignements personnels qui sont requis par plusieurs fournisseurs. Les relevés téléphoniques, les photos, ça freine l'adoption du produit. La proportion de chacune des catégories, nombre de personnes de la catégorie sur l'ensemble des emprunteurs numériques par âge est indiquée sur l'histogramme de droite également. Regardons quelles sont les observations clés sur la protection et l'autonomisation des clients que nous allons résumer en 6 points. Les conversations du côté de la demande ont donné lieu à un certain nombre d'observations clés sur la protection et l'autonomisation des clients, qui était un objectif clé de cette recherche.
et nous en discuterons dans les prochaines diapositives. Les fournisseurs suivent généralement des règles, les conditions générales sont fournies, mais souvent elles ne sont pas lues. Généralement, les clients ont besoin d'y accéder par le biais d'un lien séparé qui ne se charge pas sur un site web. C'est sous la forme de langage juridique verbeux qui indique la grande majorité des emprunteurs et souvent le besoin désespéré de crédit est le moteur des décisions des clients. Sur la liste négative, certains répondants ont indiqué que cela les a détournés du produit même s'ils réussissent à régler les prêts digitaux en souffrance. Les répondants qui n'ont pas respecté leurs engagements ont exprimé leur connaissance des conséquences, mais ont également parlé des tendances à reporter. Ils ne voient pas leurs prêteurs, l'interaction à distance et la relation entre les prêteurs et les utilisateurs, ce qui tend à réduire l'obligation et la pression pour rembourser la dette. On l'a vu lorsque j'ai évoqué le cas des fintech notamment. Les répondants de la liste négative ont indiqué qu'ils avaient l'impression d'avoir été exclus non seulement du système financier officiel, mais aussi d'autres possibilités comme les emplois qui exigent un dossier sans faute. Le désespoir est d'autant plus grand que cette réalité est causée par le défaut de paiement pour des montants très faibles, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il est important de dire que les gens n'ont pas le comportement rationnel qui prévaudrait selon les modèles économiques. Cette diapositive se penche sur les raisons pour lesquelles les gens ne respectent pas les prévisions des modèles économiques lorsqu'ils prennent des décisions, mais fonctionnent de manière cognitive ou mentale. Lorsqu'il s'agit des services financiers, les gens choisissent et utilisent des services financiers déterminés soit par le choix de la disponibilité, quelles sont les options et qu'est-ce qu'elles offrent, par les pressions de la société et des pairs, par les personnalités, le tempérament des gens, par les informations disponibles. On a vu qu'il y a une pression dans le marketing, il y a la planification. Tous ces paramètres mènent à des biais comportementaux. C'est pour cela que nous proposons systématiquement, dans la démarche de MSC, de centrer les produits sur les besoins des consommateurs en utilisant la méthode MI4ID, c'est-à-dire les enseignements du marché pour l'innovation et le design, qui sont justement un cadre de travail et de recherche utilisé pour définir ce que vous voulez apprendre des clients et pourquoi. Passons maintenant à la slide 16 pour parler des emprunts multiples. Ces emprunts multiples sont motivés par des limites peu élevées qui ne correspondent pas aux besoins de l'emprunteur. En raison de cette caractéristique du crédit digital, l'incidence des emprunts multiples n'est pas toujours incitative du surendettement. De multiples petits prêts peuvent simplement correspondre aux besoins. Les courtes durées de prêts qui exercent des pressions sur l'emprunteur qui a recours à des mécanismes d'adaptation comme l'emprunt auprès d'autres prêteurs pour rembourser d'autres prêteurs. C'est ça un petit peu le jonglage que j'évoquais au-dessus. Les gens vont chercher à améliorer leur cotation auprès des fournisseurs, soit ils vont aller emprunter de l'argent auprès de leur père pour améliorer leur compte d'épargne, soit ils vont emprunter de l'argent pour rembourser des prêts qu'ils ont déjà empruntés. Mais restons sur le cas de ceux qui empruntent pour alimenter leur compte d'épargne. Ce genre de situation démontre que la personne qui fait ce genre de pratique contourne le système et donc va présenter un risque élevé de non-remboursement du crédit parce que le modèle n'est pas bâti sur sa réelle capacité à pouvoir rembourser le prêt. La plupart des répondants ont compris comment augmenter leurs limites et c'est ce qu'ils ont fait. Les paris sportifs sont un problème un peu partout en Afrique car cela devient plus accessible via les téléphones et le mobile money. Porté par l'essor du paiement mobile, le secteur a explosé ces dernières années au Kenya, selon les chiffres officiels. L'industrie du jeu est passée de 2 milliards de shillings il y a 5 ans à 200 milliards aujourd'hui, soit 17 millions à 1,7 milliard de dollars. Le gouvernement kenyan voulait agir contre ce phénomène car ceci commence à devenir grave, mais ils sont déjà largement acceptés et sont même considérés comme une activité sociale et de loisir par opposition
à un risque et sont largement influencés par la pression des pairs. Les barrières à l'entrée sont faibles car vous pouvez placer de très petits paris et le fait que vous utilisez votre téléphone pour les deux, emprunter ainsi que pour parier sur les deux activités. La clé démographique à risque. Les jeunes sont aussi les emprunteurs digitaux les plus avisés. D'autres problèmes mettent en péril les questions de protection des consommateurs et comprennent notamment le vol d'identité et la fraude, qui est maintenant une grave préoccupation pour les fournisseurs, bien plus que les défauts de paiement, car les fraudeurs volent efficacement l'information que vous trouverez sur les cartes d'identité pour demander des prêts sans l'intention de rembourser. Il nous était impossible de dire raisonnablement que X% des prêts non productifs que nous voyons sont le résultat de cette démarche. Mais l'accumulation de prêts, le fait de prendre plusieurs prêts consécutifs dans une courte période semble être un bon signal qui permet de se rendre compte que certaines entreprises ont mis des algorithmes et commencent donc de mieux arrêter ce type de fraude. La navigation dans les interfaces de crédit numérique n'a pas été une suite d'actions linéaires qui s'enchaînent de manière aisée dans le temps, mais plutôt avec bien des difficultés. Nous avons inclus les clients à faible revenu et les clients plus ruraux dans l'exercice de revue d'applications factices pour faciliter l'utilisation. Cet exercice a porté sur 4 produits de crédit numérique sur le marché, à la fois l'USSD et les applications. Nous avons examiné 3 étapes clés que vous apercevez et les défis étaient principalement dans les 2 premières étapes. Tout d'abord, l'enregistrement, où les problèmes concernaient davantage la facilité d'accès, la sensibilité élevée au prix et le réseau instable, et deuxièmement, la complexité, les longues conditions générales de vente et l'interface utilisateur. En ce qui concerne la demande de prêt, les frustrations concernaient davantage les faibles limites de prêt et certains utilisateurs, en particulier ceux qui avaient de la difficulté à lire et à écrire, se sont troublés dans le processus et ont pris plus de temps. Donc ça ralentit un petit peu la démarche et l'adhésion. Au niveau du remboursement, puisque j'ai dit que le focus était sur les 2 premiers, au niveau du remboursement, il y a des diversités de canaux de paiement disponibles. Les utilisateurs à faible revenu préféraient rembourser leurs prêts par petit versement avant la date d'échéance. Les défaillants ne pouvaient pas contracter d'autres prêts auprès du même fournisseur. Mais par contre, ils pouvaient le faire auprès d'autres fournisseurs et c'est ce que nous avons fait constater au-dessus. La fraude numérique est une préoccupation pertinente et risque d'exclure davantage les clients mal desservis au Kenya. En tant que praticien de l'inclusion financière, ce qui nous a enthousiasmé à propos de ce produit, c'est qu'il pourrait atteindre les personnes mal desservies à l'échelle. Mais nous constatons qu'il y a des problèmes très pratiques à résoudre avant que cela ne devienne une réalité sur les difficultés d'utiliser les interfaces. Nous avons évoqué dans la diapositive précédente. Comme nous voyons sur cette slide, nous avons un certain nombre d'acteurs et nous voyons par exemple que les difficultés auxquelles les répondants se sont heurtés sont par exemple, prenons le cas de Tala qui a un processus avec 27 étapes pour accéder au stade final de la demande. C'est extrêmement contraignant. Et si vous avez en plus, comme je le disais tantôt, des problèmes de connectivité et qu'il va falloir passer par une série de 27 étapes, c'est juste extrêmement difficile et pas du tout incitatif pour pousser l'inclusion de ce type de produit. Les données nous indiquent déjà que les utilisateurs existants ne sont pas les plus pauvres et que la plupart ont déjà des comptes bancaires. Nous en avons discuté ici des 3 premières questions et une autre question fondamentale est que si ce produit doit avoir un impact réel sur les secteurs de l'économie réelle tels que l'agriculture, les produits doivent être conçus en conséquence. Et c'est ce que je venais de dire en évoquant notamment la démarche ML4ID.
Avant de passer à la dernière partie de la présentation, c'est-à-dire les appels à l'action, j'ai voulu résumer rapidement les principaux points positifs et négatifs partagés avec vous. L'offre de crédit digital est en augmentation. En conséquence, l'adoption du crédit digital augmente également. Les prêts non productifs ont diminué au cours des 3 dernières années et nous espérons que cette tendance se maintiendra. En conclusion de notre rapport, nous avons également formulé un certain nombre de recommandations à l'intention des 2 acteurs clés. Il s'agit de l'organisme de réglementation, le régulateur, et des fournisseurs. Dans les fournisseurs, il y a indirectement les investisseurs et bien entendu les facilitateurs du marché. Nous avons identifié les enjeux et en fonction des différents acteurs, quels sont les engagements qui leur reviennent. S'agissant de la fraude, le régulateur doit mettre en place un système national d'identité. En théorie, cet indicateur unique pourrait aider à lutter contre la fraude d'identité. Mais même avec un système d'identification unique commun, la réglementation devrait stipuler que la vérification des photos fasse partie du processus du QIC. S'agissant des fournisseurs et des facilitateurs du marché, ils doivent combiner les méthodes traditionnelles de vérification de l'identité qui comprennent la vérification de l'ORC. Mais les analyses de risque avancées pour prendre des décisions de sécurité en temps réel. Ces techniques utilisent une variété de vérifications, y compris la vérification des comptes en temps réel, la saisie des documents d'identité et la vérification biométrique. Ils doivent utiliser des algorithmes d'apprentissage machine pour identifier les cas potentiels de fraude parmi les applications qu'ils reçoivent. Beaucoup de fintech, y compris Tala et Branch, que j'ai cité tantôt, le font déjà. Les fournisseurs doivent envisager d'utiliser une photo de la pièce d'identité dans le processus de vérification. S'agissant des défauts de paiement de prêts de très faible valeur, la Smart Campaign Digital Credit Standards recommande que seuls les prêts dont le solde impayé est supérieur à l'équivalent de 25% de la valeur mensuelle du revenu national brut par habitant. Pour le cas du Kenya, il s'agit de 6,75 $, soit environ 3 915 francs CFA. Exiger des fournisseurs qu'ils établissent des contre-mesures, surveiller le rendement, établir un tableau de bord et pénaliser le non-respect des normes de rendement établies, appliquer les lignes directrices existantes, mener des campagnes nationales. Les fournisseurs doivent simplifier au mieux les conditions générales de vente, par exemple, utiliser des affichages récapitulatifs avant que les clients n'acceptent le prêt et après le prêt, rendant le décaissement accessible dans l'application plutôt que de le suivre sur un lien en dehors de la session. Les limites des défauts élevés. Le régulateur doit envisager de définir une valeur seuil pour les prêts non productifs en tant que pourcentage du portefeuille total. Les fournisseurs ont une responsabilité car ces tendances sont probablement aussi le résultat d'un marketing agressif. Les fournisseurs doivent utiliser des données du Bureau du renseignement du crédit dans le cadre du processus de décision de prêt. Ils doivent suivre l'utilisation de prêts multiples auprès de plusieurs fournisseurs et de faire en sorte de considérer les difficultés rencontrées avant l'approbation d'un énième prêt. Les banques classiques le font déjà. Il faut informer les défaillants du risque de cotation négatif au moins un mois avant l'impact. S'agissant de la protection des données et de la vie privée, le régulateur doit promulguer la protection des données dans la loi. Cela clarifiera les règles et les normes que doivent respecter toutes les parties qui détiennent, accèdent et utilisent les données sur les clients, y compris les prêteurs de crédit digital. Les fournisseurs doivent avoir accès aux renseignements sur les clients qui n'ont pas d'incidence sur la décision de prêt
Il devrait donc interdire à ce que l'ensemble de ces équipes puissent avoir accès à ces renseignements-là. S'agissant de la transparence et tarification, le régulateur doit faire appliquer la publication comparable des taux d'intérêt et des frais. Le régulateur doit introduire le système de bonus avec une réduction des coûts de crédit pour ceux qui payent bien. Par exemple, le système utilisé par les assureurs, quand vous avez un contrat d'assurance qui n'a pas eu, pour lequel vous n'avez pas eu d'accident, lors du prochain renouvellement, vous avez un bonus. Ce bonus se traduit en fait par une diminution du taux de la prime. A contrario, si vous avez un sinistre, vous n'avez pas de bonus. S'agissant de la protection générale des clients, le régulateur doit appliquer la loi qui existe. Pour les fournisseurs, ils doivent faire en sorte que les règlements des plaintes et l'engagement des clients mettent l'accent sur la sensibilisation et le confort. Lorsqu'il s'agit de l'engagement des clients, certains segments spécifiques, comme les populations rurales, ne trouvent pas que les canaux des médias sociaux sont intuitifs car ils préfèrent toujours l'interaction humaine. Les fournisseurs peuvent envisager de mener des campagnes pour accroître l'inclusivité des produits. S'agissant de la communication de données, le régulateur, dans un souci de protection des consommateurs, doit pouvoir faire en sorte que l'accès aux contacts et aux autres données personnelles qui n'affectent pas la décision de prêt, mais qui sont utilisées pour faire chanter ou menacer les clients, soit interdit. Les fournisseurs doivent se présenter à l'agence d'évaluation du crédit. Ils doivent utiliser des modèles de rapport qui sont conformes aux produits du crédit digital. Cela est particulièrement pertinent compte tenu de la portée croissante des prêteurs non traditionnels tels que les sociétés de technologie de pointe. Cela permet également de constituer un dossier de crédit pour les clients non bancarisés. S'agissant de l'inclusion numérique, le régulateur doit engager le dialogue avec les fournisseurs. Les acteurs doivent mettre l'accent sur l'accessibilité, les lacunes dans l'expérience de l'utilisateur et la personnalisation de la conception des produits. Nous avons fait le tour. Je pense que j'avais promis de rester sur 40 minutes, mais je pense que je suis passé au-delà de la barre des 40 minutes. Isabelle, si tu es là, je vais te redonner la parole et si tu me permets de prendre une petite gorgée d'eau et pour ouvrir le jeu des questions-réponses. Amélia, vous êtes là? Oui, bonjour à tous. Oui, je suis bien là. Je vous donne la parole. Comme il ne nous reste que 5 minutes, je pense qu'il sera mieux de procéder tout de suite aux questions si vous en avez quelques-unes. Oui, je vais voir avec Boca. Bon, on a une question sur la définition de qu'est-ce que c'est un prêt non performant. En fait, il faudrait noter qu'un grand nombre de prêts numériques ne sont pas performants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas productifs. Ce sont ceux qui ont un solde impayé qui n'a pas été payé depuis plus de 90 jours. Donc, c'est en ce sens-là qu'on appelle, c'est quoi un prêt performant, revient tout simplement à dire que ces prêts n'ont pas été payés et que l'impayé a duré plus de 90 jours. Et il y avait une autre question aussi par rapport à l'inclusion financière, le rapport de l'inclusion financière au Kenya par rapport à la politique digitale. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que les deux sont reliés et vont ensemble, comme Ali a cité tantôt, que l'inclusion. L'inclusion financière, de manière globale, a augmenté de 62% sur la période, mais cela s'observe. Je vous ai donné des chiffres en début de session. Vous avez des chiffres comme 46,6 millions d'abonnés mobiles. Vous avez des chiffres comme 29,8 millions d'abonnés de la monnaie mobile. Je vois aussi très rapidement une petite anecdote. J'ai été personnellement en dehors du cadre de la mission de l'étude.
dans la région de Ouattamo, à 2h30 de Mombasa, où même l'anglais n'est pas couramment parlé. Mais j'ai pu acheter des produits sur le bord de la route avec le mobile money, j'ai pu payer mon taxi moto avec le mobile money. Donc, vous citez l'exemple pour vous démontrer comment le pays s'est vraiment ouvert et comment la population a pu adhérer. Donc, personnellement, je trouve même que le taux de 62% d'inclusion financière par rapport à ce qui est observé dans le pays, je cours le risque de dire ça me paraît faible. Ouais, en fait, aussi, il faudrait ajouter que le progrès de l'inclusion financière au Kenya se traduit non seulement par des offres à valeur ajoutée, mais par une compréhension et adoption accrue des services de mobile money par la population. Donc voilà, ben, on va essayer de prendre une dernière question, si le temps nous le permet. Qu'est-ce qui explique les taux d'intérêt élevés? En fait, Ali en a déjà parlé. Le taux d'intérêt élevé ressort du fait que le crédit est déjà numérique, qu'il n'y a pas aussi une bonne connaissance du client. Qu'au niveau, supposons si on prend l'exemple du bureau d'information sur le crédit, les données disponibles ne sont pas à jour. De ce fait, un ensemble aussi d'acteurs, supposons les fintechs, si je prends l'exemple des fintechs, les fintechs ont un taux d'intérêt un peu plus élevé qui découle qu'eux, ils ne font pas le rapport au niveau du bureau d'information sur le crédit. Donc, ce qu'ils font, ils prennent au niveau d'une notation de crédit, ils mettent l'accent en fait, le coût du crédit, en fait, le risque est incorporé au niveau du taux d'intérêt. De ce fait, ce qui explique souvent que les taux d'intérêt sont souvent élevés au niveau du fintech. Mais la nature, en fait, le fait que le taux est élevé est dû forcément au fait que c'est numérique et qu'il n'y a pas une bonne base de données et les données ne sont pas partageables. Et les données aussi ne sont pas à jour. Donc, c'est ce qui explique que le taux d'intérêt est un peu élevé. Mais justement, on évoquait tantôt, quand on parlait de partenariats que les banques pourraient avoir ou devraient avoir avec les opérateurs de téléphonie mobile, ces genres de partenariats devaient justement concourir à baisser les taux. Alors que quand les fintechs travaillent toutes seules, c'est une fintech et n'a pas la main sur les données, comme le disait Bokar, des opérateurs de téléphonie mobile. Donc, elle va agir, on va dire, à l'instinct. Donc, elle fixe son taux en fonction du type de risque qu'elle court et c'est ça qui démontre. Mais pourquoi, moi, ce que je vois une question derrière votre question, c'est pourquoi justement la population est attirée par ce type de service alors que le taux est élevé. Mais c'est justement l'accessibilité. Vous avez plusieurs produits proposés par les fintechs et c'est très très rapide, il n'y a aucune contrainte et vous avez le crédit, on ne va pas vous demander plusieurs documents. Ouais, il y a un autre aspect aussi, c'est que les offres des fintechs sont basées sur le low touch, c'est-à-dire qu'il y a moins d'interaction humaine sur le long du processus, ce qui favorise les NPI des clients. Ce qui explique aussi pourquoi que les fintechs ont en moyenne des taux d'effectifs globaux qui sont plus élevés et ils essaient de minimiser le risque en intégrant le taux de défaut à leur tarif. Mais il faudrait rappeler que pour promouvoir les meilleures pratiques de l'industrie, y compris les normes éthiques et professionnelles, et pour favoriser une approche coordonnée dans le traitement des problèmes urgents de l'industrie, 12 fintechs ont créé une association qui s'appelle Digital Lender Association, qui est composée de 12 fintechs. En fait, on peut citer, on a Cléa, Tala, Copasynth, Financement, etc., dont les membres se conforment à des lignes directrices en matière de prêts responsables. Donc, nous envisageons, nous espérons voir d'ici quelques années que ces taux-là vont baisser. Je vois aussi qu'on a pas mal de questions, mais ne vous inquiétez pas, vous avez nos contacts, nous allons répondre à toutes vos questions, étant donné qu'on est limité par rapport au temps. On va passer la parole à Amélia.
Bon, donc merci encore une fois à Microsoft, surtout pour cette présentation de cette étude si importante. Et comme il vient de dire, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de prendre contact avec nous si vous avez des questions à poser encore ou d'autres réactions à partager. Et je ne sais pas si vous avez, si le rapport traduit en français est déjà disponible ou il sera disponible dans les semaines qui viennent. Non, le rapport, il est disponible, il a été traduit en français, vous pouvez le retrouver sur l'ensemble de nos sites web, et spécialement www.lafinancedigitale.net ou bien www.microsafe.net. Bon, donc c'est parfait alors, donc vous pouvez y aller pour accéder au rapport complet, et merci à tous de nous avoir rejoints, et à la prochaine j'espère. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.